Bonjour, nous sommes avec Alessandro Arbo, enseignant-chercheur au département de musique de l'Université de Strasbourg et coordinateur du CREA, Centre de recherche et d'expérimentation sur l'acte artistique. Après avoir consacré plusieurs travaux à l'histoire des cultures musicales des frontières, Alessandro a concentré ses recherches sur les domaines de l'esthétique, de la philosophie et de la musique. Sa recherche actuelle touche aux problématiques de la performance, de l'ontologie musicale, de l'enregistrement et de la diffusion de la musique sur le web. Bonjour Alessandro. Qu'est-ce qu'une découverte du point de vue de l'esthétique et de la philosophie de la musique? Je pense qu'il y a découverte lorsqu'on obtient une explication convaincante d'un phénomène musical où on trouve une clé pour le comprendre ou éventuellement résoudre un problème qui le concerne. Parfois, il s'agit d'un phénomène nouveau ou, comme on dit, émergent. Cela a été le cas de certains objets musicaux. Pensez à une playlist. Qu'est-ce qu'une playlist? Une performance interactive, un instrument de musique numérique, etc. Mais il peut s'agir aussi d'un phénomène bien plus ancien et déjà bien connu, en fait, comme lorsqu'on analyse, par exemple, la question des émotions en musique ou des propriétés expressives d'une pièce musicale, ou encore l'authenticité d'une performance. Ça a été aussi une thématique très importante, ou encore les liens qu'une musique ou un répertoire entretiennent avec certains comportements humains, ou alors avec des attitudes, des manières de penser. Voilà, l'esthétique musicale s'occupe un peu de ces genres de problèmes. Je dirais qu'une découverte dans ces contextes est la découverte d'une explication ou d'une clé pour comprendre un phénomène. Dans le cadre de votre recherche dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Personnellement, j'ai pratiqué la musicologie en suivant plusieurs approches, on pourrait dire, mais je pense avoir obtenu quelques résultats, surtout en des secteurs, en des domaines d'études ou des approches, justement. Le premier n'a pas grand-chose à faire avec l'esthétique musicale, en fait, c'est celui plutôt de la recherche historique ou recherche d'archives, recherche sur le terrain. Et le deuxième est effectivement celui de la philosophie et de l'esthétique musicale. Alors, c'est une approche plutôt des recherches d'orientation historique et contextuelle qui m'a porté à faire des découvertes sur les activités musicales pratiquées au XVIIIe, XIXe siècle, dans une province méridionale de ce qui était l'Empire austro-hongrois. Gorizia, c'est ma ville natale. Et c'est là que j'ai découvert notamment la production de certains musiciens très peu connus, en fait, auparavant. Gaetano Fabani, un Italien, ou alors des bohèmes comme Franz Josef Dussik, dit Cormundi, ou alors Wenzel Wratny et d'autres encore. Mais aussi donc quelques musiciens plutôt de la fin du XIXe siècle, de la période un peu de la Belle Époque. In primis, donc, celui qui a été un maître des chapelles local qui s'appelle Augusto Cesare Seghizzi, auquel j'ai consacré d'ailleurs, il y a très longtemps désormais, une biographie. Voilà, pour tous ces musiciens, il m'est arrivé comme ça de découvrir plusieurs œuvres inconnues, tout simplement les manuscrits qui étaient présents dans des archives, mais aussi d'autres documents d'archives, des articles de journal, des correspondances qui m'ont permis un peu de tracer une sorte de grande fresque de la vie musicale locale de cette ville à cette époque-là. Ce qui concerne mes recherches en esthétique et philosophie de la musique, donc le cadre est
bien différents. Dans ces domaines, je crois avoir découvert en quelque sorte le potentiel d'une analyse de ce qu'on appelle la perception aspectuelle, notamment de la situation dans laquelle nous suivons l'invitation à entendre un passage, une séquence de musique comme. C'est une expression et il s'agit d'une thématique qui est présente dans la réflexion de Ludwig Wittgenstein, à qui j'ai consacré en effet un ouvrage. À vrai dire, donc ces philosophes avaient pensé au cas, à certains égards parallèles, du voir comme. Ils avaient pensé surtout à des exemples de celles que la psychologie de la perception appelle les figures bistables ou multistables. Typique, la plus célèbre est celle du lapin-canard, c'est-à-dire une figure où on peut voir, selon, disons, notre cognition, ou un lapin ou un canard, mais pas les deux en même temps. En suivant donc certaines intuitions des Wittgenstein qui avaient été d'ailleurs déjà découvertes par d'autres, certes, mais que j'ai eu peut-être un peu, le mérite, le petit mérite, si vous voulez, de développer et d'appliquer de manière plus large. J'ai interrogé les cas où il pouvait y avoir une ambiguïté dans la perception et donc dans la signification structurelle, expressive ou phraséologique d'un certain passage de musique. Et ça a été, comme dire, une sorte de laboratoire pour tester la tenue, disons, de cette théorie de la perception aspectuelle et quelque chose qui m'a donné une certaine satisfaction. Il s'agissait un peu de réfléchir sur ce qui se passe quand nous tentons de répondre à l'invitation de quelqu'un à entendre, par exemple, une séquence, une phrase musicale, voire parfois un simple enchaînement d'accords, comme une introduction ou par exemple comme une conclusion. Et cette capacité de saisir un aspect en musique, cette perception cognitivement informée, m'a toujours fasciné, parce qu'il s'agit en quelque sorte de quelque chose de très simple et qui est toujours présent en fait, mais qui à la fois m'a toujours semblé assez mystérieux. Comment ça se fait qu'un même objet peut avoir, comme dire, même perceptivement des significations aussi différentes. Et voilà, donc cette thématique me semblait disons, nous pousser à prêter une attention particulière donc à certains objets musicaux, mais aussi à l'acte performatif. Car souvent, donc, une petite différence, une nuance timbrique ou une subtile différence des timings dans la performance suffisent à donner à une séquence musicale l'aspect d'une véritable conclusion, d'une transition, d'une introduction, d'un développement, d'une parenthèse, d'une valse, tout ce que vous voulez. Mais il s'agit parfois, comme dire, des petites différences, mais qui font toute la différence, justement. Et là-dedans, il me semblait, comme dire, c'est caché une thématique très, très intéressante, tout aussi bien pour l'esthétique, si on veut, que pour la philosophie de la musique dans un sens plus large. Donc, la thématique est celle de la compréhension de la musique, au fond. Voilà. Vous pouvez décrire l'émotion qui accompagnait cette découverte? Comme dit, donc, en ce qui concerne la recherche d'archives, c'était un peu la composition d'un puzzle, disons, non, de l'ancienne vie musicale de cette ville. Et puis, il y avait le plaisir de retrouver en quelque sorte dans cette musique, et les sensations, les images, la sensibilité de tout un monde perdu. Hein, ça, c'est quelque chose qui donne un grand plaisir, je pense. Et c'était pas seulement, pour moi, bon, c'était une expérience non seulement des découvertes, disons, des documents,
mais des découvertes d'un monde sonore aussi, parce qu'après ces documents, moi je les jouais, c'est-à-dire je les mettais sur le pupitre, et quand j'ai trouvé par exemple une pièce qui m'intéressait, je la jouais, et là, comment dire, c'est aussi un monde qui tout d'un coup semble se dévoiler en quelque sorte, non? Donc toute une sensibilité d'un monde perdu. Bon, certainement, comme dire, parfois c'est pas des grands vols, comme dire, de l'imagination, de la fantaisie. C'est une petite Provence où il y avait la réception d'un style classique de la part des musiciens qui n'étaient pas des grands artistes, mais néanmoins, comme dire, qui avaient la capacité de s'imprégner un peu de la sensibilité, du goût de l'époque. Et à le voir à distance aujourd'hui, c'est une certaine émotion. Hein. En esthétique, donc, par contre, donc, le plaisir de la découverte a été pour moi, je pense surtout, je dirais, le plaisir de trouver des bons exemples. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, un exemple a un grand pouvoir, hein, et déjà la réflexion sur ce pouvoir est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire le pouvoir de valider ou d'invalider, de montrer l'insuffisance d'une certaine vision théorique. Hein. Qu'est-ce qu'une théorie, une vision théorique, s'il n'y a pas un exemple susceptible de montrer qu'elle est pertinente, qu'elle fonctionne? Ça veut dire, en quelque sorte, avoir une sorte de vérification de la tenue d'une vision théorique. Ou alors, justement, l'inverse, c'est-à-dire falsifier, montrer l'insuffisance de cette vision théorique. Et donc, ouvrir un problème pour trouver éventuellement un jour une nouvelle solution. Merci beaucoup, Alessandro, d'avoir partagé votre expérience et votre connaissance avec nous. Merci et donc bon travail à vous.